Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, nous avons vu que depuis la révolution industrielle datant du milieu du 19e siècle, la température globale de la Terre s'est élevée d'environ 1 degré. D'après les experts du climat, 20 à 30% des espèces végétales et animales étudiées jusqu'ici connaîtront vraisemblablement un risque d'extinction si l'augmentation de la température moyenne mondiale dépasse 1,5 à 2,5 degrés Celsius. Dans cette vidéo, j'aimerais que l'on voit plus en détail comment le réchauffement climatique agit sur les écosystèmes et de voir quelles sont les actions pouvant être conduites pour y faire face. Allez go, c'est parti! Le changement climatique à l'échelle mondiale peut toucher une grande diversité de domaines. Prenons le milieu aquatique et plus précisément océanique. De nombreuses études sur du long terme concernant les espèces marines ont été réalisées et des modèles robustes ont été élaborés par les scientifiques montrant alors les impacts du changement climatique. Nous voici au cœur d'un écosystème organisé autour d'une structure naturelle constituée de coraux. Ce sont de magnifiques récifs coralliens. Ce sont des lieux de grande diversité qui abritent plus de 25% des espèces marines mondiales et de nombreux êtres vivants sont dépendants de ces structures qui constituent des niches écologiques dans lesquelles ils trouvent nourriture et abri. Voici une carte simplifiée vous montrant un ordre de grandeur du nombre d'espèces de corail par région dans le monde. Or, ces récifs offrent de nombreux services écosystémiques, comme la pêche pour l'alimentation des populations humaines. Ces barrières de corail protègent également des vagues, les littoraux dont sont dépendants les habitations, et les commerces proches de la mer. Bref, je ne suis pas ici dans l'exhaustivité. Ce ne sont que quelques aspects pour vous faire prendre conscience de leur importance. Quand on regarde de plus près notre récif et que l'on zoome comme ici, ce qui s'apparente à de simples roches sont en fait des constructions réalisées par des organismes dont voici un représentant. Ça mesure autour de 1 mm de longueur pour celui-ci. Il s'agit d'un polype corallien. C'est un animal appartenant au grand groupe des cnidaires. Alors, communément, on parle aussi du groupe des méduses, si vous voulez. Cet animal, quand on regarde de plus près encore, abrite à l'intérieur de lui-même des algues microscopiques que l'on appelle des zooxanthelles. C'est une relation ici symbiotique existant entre ces deux acteurs. Un peu comme dans l'exemple des vers de Roscoff, vu dans cette vidéo dont je vous place le lien en haut à droite de votre écran. Ici, l'algue produit, grâce à la photosynthèse, des sucres permettant de nourrir notamment le polype. Et les déchets azotés et phosphorés produits par le polype seront quant à eux utiles pour les algues en plus de l'habitat. Vous voyez ici, c'est donnant-donnant. Or, ces algues ont donc besoin de lumière pour la réalisation de la photosynthèse. C'est pour cela que l'on ne trouve que rarement des coraux en dessous de 25 mètres de profondeur, la lumière y étant moins présente. Si vous avez la chance de nager et découvrir ces récifs, vous pourrez tomber sur ce genre de corail dont voici une photo. Ici, vous avez sur votre gauche du corail en bonne santé et sur votre droite du corail tout blanc. On parle ici de blanchiment des coraux. C'est hélas une situation que l'on observe de plus en plus fréquemment et ça correspond à une expulsion des algues symbiotiques de la part des polypes. Lorsque ces polypes sont en stress, il se déclenche cette réaction d'expulsion aboutissant à une décoloration et donc à un blanchiment. Et cela peut entraîner la mort du corail. Et à plus grande échelle, ça peut aussi également perturber tout notre récif corallien. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui cause ce stress? Eh bien, je vous présente non pas un, mais deux graphiques. Le premier, c'est la densité de zooxanthelles exprimée par centimètre carré en fonction de la température de l'eau. Et vous voyez qu'une augmentation de 2 degrés ici diminue très significativement notre densité de zooxanthelles. Et sur le graphique du dessous, on nous montre le nombre de zooxanthelles expulsées devenant de plus en plus grande au fur et à mesure de l'augmentation de la température. Cette expulsion ici est liée à la diminution observée de la densité de zooxanthelles. Ainsi, en prenant de la hauteur maintenant, vous comprenez, je pense, que l'augmentation de la température des océans engendre pour nos coraux un stress qui provoque alors l'expulsion des algues microscopiques vivant en symbiose, provoquant alors un blanchiment des coraux, voire leur mort. Or, cette perturbation des récifs pourrait également être un problème pour les populations humaines dépendantes des services écosystémiques évoqués plus en amont de la vidéo. Vous percevez, j'espère ici, l'importance d'un phénomène aussi important à l'échelle planétaire que celui du réchauffement climatique à partir d'un exemple,
celui de la bonne santé de nos récifs coralliens. Et ça va bien plus loin, puisque de nombreuses autres études ont montré que l'augmentation de la température des océans impose pour beaucoup d'espèces marines animales de partir face à cette contrainte, c'est-à-dire de migrer, soit vers des eaux plus profondes, soit vers des latitudes plus élevées. Et d'un point de vue global, planétaire, l'impact sur l'activité de la pêche est alors colossal. Les rendements concernant cette activité pourraient très fortement diminuer. Et comme je vous parle de rendement, si je prends les rendements au niveau agricole, eh bien, une augmentation de la température provoquerait une évaporation plus importante des eaux dans le sol, modifierait le rythme de développement des végétaux, bref, de nombreux scénarios avec des effets directs sur les populations et sur leur évolution, et des effets indirects liés aux perturbations des écosystèmes naturels et agricoles. Regardons ensemble quelles sont les conséquences du changement climatique plus spécifiquement sur les sociétés humaines. De nombreuses observations ont été faites. Tout d'abord, concernant la chaleur. Il a été relevé une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur depuis 1947. Alors, ce que l'on appelle vague de chaleur, c'est en fait une suite de 5 jours consécutifs avec une température maximale supérieure de 5 degrés par rapport à la normale. Et ces vagues, comme je vous le disais, ont augmenté avec une intensité et une durabilité beaucoup plus importantes depuis maintenant les 70 dernières années. De nombreux modèles nous révèlent que tout cela devrait augmenter encore plus si le forçage radiatif lié à l'effet de serre qui s'additionne atteint les 8,5 watts par mètre carré. Je vous ai évoqué cette notion de forçage radiatif dans la vidéo sur les variations climatiques passées. N'hésitez pas à aller la revoir, je vous place bien sûr le lien en haut à droite de votre écran. Par exemple, la vague de chaleur du mois d'août de 2003 s'est traduite par une augmentation très significative du nombre de décès, assez terrible. Plus de 15 000 décès en France et 70 000 en Europe. D'autres observations ont été faites, cette fois-ci au niveau du niveau marin. Différentes équipes de chercheurs sont arrivées à la même conclusion. Vous voyez sur ce graphique représentant le niveau moyen des mers en millimètres en fonction du temps. Ici, depuis 1900 jusqu'à nos jours, le niveau de la mer a augmenté de 20 cm et dans certaines régions, il est même passé au-delà des 30 cm. Vous imaginez ça? En moins de 120 ans. C'est assez considérable. Alors, les modèles simulant l'évolution de ce niveau marin aboutissent à l'idée que l'ampleur de l'élévation va dépendre de notre fameux forçage radiatif. Si nous reprenons notre valeur de 8,5 watts par mètre carré, eh bien, l'élévation du niveau marin pourrait atteindre 1 à 2 mètres d'ici 2100. Donc, d'ici 80 petites années. Et si c'était le cas, regardez ici, voici pour vous une simulation de la modification de la ligne de rivage réalisée en France. Ici, nous sommes dans le sud, en Camargue, avec une hausse de 1 mètre. La ligne blanche est la ligne actuelle et toute la zone colorée en bleu est alors sous les eaux. Cela ne laisse aucun doute sur le fait que les populations humaines devront migrer et les scientifiques estiment que le nombre de réfugiés climatiques serait, rien que pour l'Europe, plus de 20 millions. Et plus globalement, à l'échelle du globe, serait potentiellement de 1 milliard de personnes en 2100. Attention, pour relativiser un peu mes propos, sachez que les modèles montrent de grandes différences d'impact entre 1,5 et 2 degrés Celsius de réchauffement. Ainsi, pour limiter le réchauffement avec la valeur la plus basse, c'est-à-dire de 1,5 degré, eh bien, des stratégies d'atténuation peuvent être mises en place. L'idée est de proposer 2 grands types d'actions, des actions individuelles et des actions collectives. Et parmi les actions proposées, un premier exemple est tout simplement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau individuel, vous avez le fait d'avoir moins d'enfants, de vivre sans voiture, de ne pas prendre l'avion, de consommer moins de viande ou encore d'améliorer l'efficacité énergétique de son habitation. Au niveau des actions, cette fois-ci collectives, vous avez par exemple la diminution de l'utilisation de combustibles fossiles, de développer le nucléaire ou encore les énergies renouvelables. Maintenant, pour limiter le réchauffement climatique, d'autres types d'actions possibles peuvent être envisagées comme le stockage du carbone, et pour cela on peut citer l'augmentation des puits de carbone naturels, comme la lutte contre la déforestation par exemple, mais aussi le développement de techniques industrielles de capture et de stockage du carbone comme la bioénergie avec captage et stockage de carbone.
Toutes ces stratégies apportent des solutions d'atténuation, mais soulèvent en parallèle de nombreuses autres questions, comme par exemple celles concernant leurs coûts, leurs conséquences pour l'environnement et leur acceptabilité par les populations humaines. Et oui, notamment au niveau du développement du nucléaire ou encore du stockage géologique du carbone. Tout cela pose énormément aussi donc de questions. Ça, c'est important pour vous. Finalement, un des grands enjeux de notre siècle est l'adaptation au changement climatique. En quoi cela consiste-t-il exactement? Il s'agit de stratégies, d'initiatives et de mesures visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets du réchauffement climatique. Par exemple, des relevés de température dans les villes nous révèlent que ce sont ce que l'on nomme des îlots de chaleur. Vous voyez ici des températures très élevées sur le centre parisien et une diminution sur la périphérie dans les kilomètres aux alentours. Donc, lorsque l'on a des vagues de chaleur, eh bien, ce phénomène augmente le risque pour les populations vivant dans les métropoles. D'autre part, il a été montré que pour limiter ce phénomène, la plantation d'arbres et l'augmentation des surfaces végétalisées réduit grandement la température à la surface. Vous pouvez voir ici sur ces photos toutes les surfaces végétales de couleur bleue avec les températures assez basses comparées aux températures sur les surfaces des habitations. Et je ne développe pas le fait que l'utilisation de climatisation en refroidissant l'intérieur des bâtiments rejette de la chaleur à l'extérieur. Ça, je ne développe pas plus. J'aimerais à présent vous montrer l'exemple des Pays-Bas qui ont décidé d'investir 20 milliards d'euros sur 30 ans afin de lutter contre la montée des eaux et des inondations qui pourraient résulter de tempêtes telles que celles survenues en 1953 et ayant coûté la vie, hélas, à plus de 200 personnes ainsi que plus de 200 000 têtes de bétail. Sans compter les milliers d'hectares de terres rendues durablement incultivables à cause du sel. Bref. Afin de gérer les conséquences de cette élévation du niveau des mers liée au réchauffement climatique, eh bien, il rehausse les digues, mettant en place des barrages amovibles permettant de protéger le territoire, notamment lors des tempêtes. Ainsi, le plan national d'adaptation au changement climatique permet au niveau local d'orienter les politiques publiques afin de protéger les populations des phénomènes climatiques extrêmes, mais aussi d'améliorer la résilience des principaux secteurs de l'économie face au changement climatique.